Traduction sans filet numéro 47. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un poète qui a beaucoup compté pour moi. Donc on va en fait aujourd'hui traduire le français en anglais. C'est Guy Evic. Et j'ai repris en fait récemment un recueil de textes publiés de manière posthume en 2013, qui est un ensemble de poèmes qui étaient restés inédits en volume, c'est-à-dire qu'ils avaient été publiés parfois en revue, ou alors de poèmes entièrement inédits, et donc rassemblés sous le titre de Accordé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en relisant en fait quelques poèmes, quelques pages, en refeuilletant ce volume, alors déjà, c'est certainement pas le point d'entrée principal dans l'œuvre de Guy Evic, parce qu'il y a quand même si je suis très admiratif et je continue à beaucoup aimer Guy Evic, il y a quand même quelques fonds de tiroir, pour le dire gentiment. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a par exemple une série de textes qui sont rassemblés sous le verbe à l'infinitif lexiquer, qui est forgé par Guy Evic, et qui sont des textes en fait utilisant en fait à chaque fois les mêmes mots, plus exactement des mots commençant par les mêmes lettres. Par exemple, les poèmes de la lettre M, des mots malingres se fortifient, en matière de mots, les mastodontes font rarement le poids. Mélinite, ça n'a pas l'air méchant ce mot-là. Voilà, donc, et comme ça pour chaque lettre, un record doit-il être retors, etc. Alors c'est pas des textes que je trouve très réussis d'ailleurs, ça fait partie de ceux qui sont peut-être pas les plus beaux de ce recueil, et a fortiori pas les plus beaux de l'œuvre de Guy Evic. Ce qui m'a intéressé, c'est que évidemment, c'est ce genre de texte sur lesquels il n'est pas possible en fait d'improviser. Je veux dire par là qu'en tout cas mes compétences ne me permettent pas comme ça de penser à cette question de la répétition des lettres, des mots qui commencent par la même lettre à l'initiale, et de proposer une traduction satisfaisante. Donc déjà plusieurs remarques par rapport à ça, pour réfléchir un petit peu, pour faire un premier retour, un premier bilan rétrospectif provisoire de ces traductions improvisées. On ne peut pas improviser sur n'importe quel texte. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'un texte sur lequel on peut improviser est de moindre valeur qu'un texte qu'on ne peut pas traduire de cette façon-là. C'est simplement des types de textes différents. Et en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est que justement la poésie de Guy Evic ne tire pas, selon moi, sa valeur de sa complexité formelle ou de son intraduisibilité. Et c'est justement ce que je voulais un peu montrer, c'est que, par exemple, pour traduire les poèmes de lexiquer, les poèmes à partir de mots de l'alphabet, enfin de mots commençant par la même lettre, il faudrait beaucoup de travail, il faudrait vraiment beaucoup réfléchir, et malgré tout, ce n'est pas pour moi de très grands poèmes dans l'œuvre de Guy Evic. Et il y a dans ce même recueil un poème qui s'appelle Elles et Terres. Et ce poème, Elles et Terres, que je vais vous lire et dont je vais vous proposer une traduction improvisée, risque d'être assez facile à traduire, au moins pour un premier jet, et malgré tout, et malgré son apparente simplicité, correspond beaucoup plus en fait à quelque chose de très profond dans la poétique de Guy Evic. Donc voilà, je voulais juste faire ce parallèle ou cette comparaison entre des textes peut-être assez faciles à traduire pour un premier jet et la question de la valeur poétique qui n'est pas forcément entièrement liée. Alors j'ajoute, avant de passer à la traduction proprement dite, que les poèmes de lexiquer, par exemple, quand je les ai relus rapidement, je me suis dit que ça c'était véritablement des défis formels pour un traducteur, donc ça s'inscrit dans un autre type de problème, dans une autre problématique en fait, qui n'est pas seulement celle de la valeur, mais de la difficulté de traduction, de la prouesse de traduction. Et voilà, moi je pense que je ne suis pas capable de faire ça, en particulier pas du français vers l'anglais. Par exemple, la lettre Z, le zin s'oppose au zébré comme le fini au pas fini, le zénith a du mal à trouver compagnie, le zeppelin ignore le zéphyr, zygomatique, dernier mot du dictionnaire. Voilà, donc ça c'est... ou alors la lettre Y, l'hypérite a fait périr. Donc là évidemment avec le jeu de mots. Et je me suis dit en relisant les poèmes de lexiquer que ça ce serait bien sûr un défi de traduction plus oulipien, et ça m'a fait penser aussi
un traducteur dont j'ai découvert le travail cette année, il y a quelques mois, qui est Timothy Addis, dont j'ai d'ailleurs parlé à propos de cette vidéo, de la précédente vidéo, pardon, puisque le personnage principal du roman dont je traduisais un extrait, le Mané, il se prénomme Timothy. Donc je lui avais en quelque sorte dédié la précédente vidéo, mais uniquement sur Facebook, je ne l'avais pas dit dans la vidéo elle-même. Et alors Timothy Addis, c'est quelqu'un dont j'ai découvert le travail, parce que j'ai voulu chercher à un moment donné, j'ai voulu voir si les sonnets écrits au secret de Jean Cassou avaient été traduits dans les langues que je connais, et j'ai vu donc que Timothy Addis avait traduit Jean Cassou. Alors j'ai passé l'été en fait à lire les traductions de Timothy Addis, non seulement de Jean Cassou, il y a 2 volumes publiés, mais aussi les traductions de Desnos et de Victor Hugo, qui sont vraiment très très belles. Et donc voilà, Timothy Addis a publié de très nombreuses autres traductions, et vous pouvez aller voir ça sur notamment la bibliographie générale se trouve sur son site, dont j'indique le lien en surtitre en ce moment même, normalement au moment du montage. Voilà, donc voilà, je pense que lui par exemple, il ferait quelque chose de magnifique avec les poèmes de Lexiquet. Et c'est une autre question en fait aussi que la question de la valeur intrinsèque du langage poétique. Elles et terres. Il y a longtemps que nous sommes là, et les oiseaux ont toujours peur de nous. Tout à coup, il y eut le cri du coucou. La mare en eut du plaisir et chargea le crapaud de le faire savoir à tout le canton. Que les hirondelles soient si sûres d'elles-mêmes n'en finit pas d'étonner. Alouette ne m'attend pas. J'aimerais dire au coucou beaucoup de choses. Il me les répéterait en son langage de printemps. Donc 5 fragments ou 5 poèmes différents dont je vais tenter une traduction. Elles et terres, elle est au pluriel, terre est au singulier, wings and earth, il faudra voir si ça fonctionne bien sûr, parce que c'est ciel et terre, c'est un jeu de mots sur ciel et terre, donc je ne sais pas si on peut justement envisager autre chose, mais déjà si on traduit mot à mot presque, sans le jeu de mots, wings and earth, bon, il y a peut-être un jeu de mots à faire avec wings, rings, je ne sais pas, bon, il faudra y repenser. Il y a longtemps que nous sommes là, we have been here for a long time, et les oiseaux ont toujours peur de nous, and the birds are still afraid of us. Tout à coup, il y eut le cri du coucou. Alors, le coucou, il fait quoi en anglais? Le cuckoo? C'est une bonne question, ça. Donc là, toujours pareil, j'ai choisi ce texte en le lisant une seule fois, et en essayant de ne pas du tout y réfléchir, avant d'improviser. Le cri du coucou. Le coucou, le cri du coucou. Bon, je pense qu'il y a évidemment toujours la solution de traduire par un terme aussi vague en fait, que le terme choisi par Guillevic, le cri, peut-être howl, shout, cry, je ne sais pas très bien. Tout à coup, suddenly there was, ou tout simplement suddenly. Alors c'est vrai que la facilité irait vers, enfin la solution de facilité irait vers the cuckoo sang, mais ici il crie, il ne chante pas. Suddenly the cuckoo cried, the cuckoo cried out, peut-être, je sais pas. Ça c'est pas très facile. La mare en eut du plaisir et chargea le crapaud de le faire savoir à tout le canton. Alors là, la difficulté, ça va être canton, mais je pense qu'on peut utiliser une équivalence culturelle avec county, je pense, si ça fonctionne. On essaiera peut-être de faire ça, à moins de vouloir récupérer la littération crapaud-canton avec toad et town. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de crapaud dans les villes, ou en tout cas, c'est pas ça que dit le texte, puisque ça se passe quand même plutôt à la campagne, visiblement. Toad et... Bon. La mare en eut du plaisir. The pond was pleased by that. C'est plus faible quand même, parce qu'il y a évidemment une idée plus forte, quand même, une personnification plus forte en français. The pond was pleased by that and asked the toad
to let it be known, to proclaim it to the whole county. Que les hirondelles soient si sûres d'elles-mêmes n'en finit pas d'étonner. That swallows, plutôt ici sans déterminant, that swallows soient si sûres d'elles-mêmes, should be so self-confident, so sure of themselves, self-confident est quand même, sure of themselves est un peu familier quand même. That swallows should be so self-confident, n'en finit pas d'étonner. Ah, comme on dit, wonders never cease, mais ça c'est évidemment sans le renvoi à la personne qui est étonnée. Donc c'est un peu problématique ici. That swallows should be so certain, should be so self-confident. Is a permanent source of wonder, is an unending source of wonder. Alouette ne m'attend pas. Skylark, do not wait for me. Je crois qu'on ne va pas changer ça. Skylark, do not wait for me. J'aimerais dire au coucou beaucoup de choses. Et là, il y a un point d'interrogation, un peu curieux d'ailleurs. I would like to tell the cuckoo a lot of things. Et en maintenant ce point d'interrogation qui est grammatical en fait, ici en français. Il me les répéterait en son langage de printemps. He would repeat them to me, say them again. He would say them again to me in his... Alors, langage de printemps, est-ce qu'on va dire spring language? C'est pas terrible, hein? In his spring-like language. Si je rajoute like, je traduis la métaphore par une comparaison, donc c'est pas idéal. In his spring-like language, in his the language of spring, est un peu curieux. He would say them again to me using his spring-like language. Bon, il y a évidemment des améliorations à apporter, c'était pour, comme toujours, pour montrer comment on improvise, comment ce qui se passe quand on improvise plus exactement. Et donc il y a quelques améliorations, quelques points qui ne sont pas entièrement clairs, comme le cri du coucou, comme ce langage de printemps qui est certainement améliorable. Et peut-être aussi la question de n'en finit pas d'étonner, peut-être qu'on pourrait le rechanger en wonders never cease, peut-être wonders never cease. The fact that swallows should be so self-confident. Par exemple, peut-être qu'on pourrait inverser en fait les deux strophes de ce poème-là, de cette partie-là du poème. Voilà, donc Guillevic, avec une mention spéciale, et peut-être, après tout, dire à Timothy Addis qu'il y a là certainement un défi pour lui, lexiqué, qui se trouve des pages 103 à 158 du recueil publié en 2013, recueil posthume de Guillevic accordé. Bonne journée.